Dans une ruelle sale de la ville d'Ergastulum, un homme bat une femme parce qu'elle ne rapporte pas assez d'argent. La femme, qui s'appelle Alex, lève les yeux en entendant la sonnerie d'un téléphone provenant de l'immeuble d'en face. À la fenêtre, un homme la regarde curieusement. Cet homme s'appelle Nicolas Brown, et bien que ce soit son téléphone qui sonne, il ne répond pas, et ne le fera jamais. C'est son partenaire, Warwick Arcangelo, qui répond. C'est un appel d'un de leurs clients qui leur demande des services. Nick et Warwick se rendent chez Mamie Joël pour éliminer les nuisances autour de son bureau de tabac, car c'est elle qui a appelé tout à l'heure. Elle remercie les garçons pour leur service et leur dit qu'elle a un autre travail pour eux. Mais Warwick dit qu'ils ne pourront pas l'accepter car ils ont rendez-vous avec l'inspecteur Chad Atkin. Pendant qu'ils discutent, ils entendent un homme mécontent sortir d'une ruelle voisine et fermer la boucle de sa ceinture en s'éloignant. Il est suivi par la même femme que tout à l'heure, Alex, dont le nez est maintenant ensanglanté. Mamie Joël demande à la femme d'aller faire ses besoins ailleurs, car elle prétend qu'elle dérange les siens. Alex se contente de les regarder avant de s'éloigner. Warwick remarque qu'il s'agit d'un nouveau visage en ville, et Mamie Joël est d'accord, disant qu'il y a eu une recrudescence d'allées et venues de visages inconnus ces derniers temps. Warwick regarde Alex avec une pure appréciation masculine. Alex ne le voit pas, mais elle sent quelque chose de doux tomber sur sa tête. C'est un mouchoir blanc. Lorsqu'elle lève les yeux, les hommes ne sont plus là. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, une réunion est sur le point de se terminer. Daniel Monroe, Urano Corsica et Loretta Cristiano Amodio sont là, accompagnés de leur garde du corps. Une quatrième chaise est vide, ce qui indique qu'il devrait y en avoir une autre avec eux. Ensemble, elles sont les centrales qui contrôlent la ville d'Ergastulum. Alors que Corsica se lève, Monroe aborde le sujet d'un groupe qui sème le trouble dans le district 7 et demande s'il appartient à la faction de Corsica. Au lieu de répondre, Corsica dépose une liasse de billets et lui demande de ne pas porter d'accusation. Marco, le bras droit de Loretta, apporte également une liasse de billets et la pose sur la table. Il est entendu entre trois que Monroe sera chargé de régler l'affaire. Monroe dit qu'il s'occupera des arrangements et que ce sera donc une partie neutre qui s'en chargera. Cette partie neutre dont il parle est en train de prendre son repas dans l'armurerie de Constance Ravo. C'est une connaissance de Nick et Warwick, et la petite fille de Granny Joël. Après ce repas rapide, il rencontre l'inspecteur Chad Atkin. Il est accompagné de son cadet, Cody. Chad leur demande de s'occuper de Barry Abbott et de son organisation. Il s'agit d'un proxénète dont le champ d'activité s'est élargi ces derniers temps et qui mène des affaires dans la zone interdite. Chad veut qu'ils éliminent le proxénète, ses subordonnés et toutes les prostituées de son organisation. Ensuite, la police se chargera de l'élimination des corps. Il leur offre la première moitié de leur paiement. Warwick regarde le dossier et voit une photo d'Alex. Il n'aime pas se débarrasser des femmes et rappelle que la police dispose d'un système de détention préventive. Mais l'inspecteur dit qu'ils ont déjà suffisamment de femmes et d'enfants à leur charge, qu'ils n'ont pas besoin de prostituées pour grossir leur rang. Nick utilise le langage des signes pour négocier, et Warwick le traduit. Il demande s'ils peuvent prendre un trophée pour eux-mêmes. Chad répond par l'affirmative, mais les prévient de ne rien faire de stupide, sinon les 4 pairs seront à leur trousse. Il renvoie les hommes, les appelant les hommes à tout faire pour leur service. Après cette réunion, Cody demande à son supérieur ce qu'il pense de Nick. Il pense d'abord que Nick est un homme peu loquace, mais il réalise maintenant qu'il a peut-être un handicap physique. Chad le confirme en disant qu'il n'entend peut-être pas bien, mais qu'il a des yeux perçants qui peuvent tout voir. En effet, Nick observe le quartier général de Barry, où le proxénète accepte une valise remplie de drogues illégales. Barry Abbott est un homme ambitieux. Il reçoit actuellement l'ordre de Corsica de faire des ravages dans le district 3, qui est le territoire de Monroe. Il prévoit de s'attaquer d'abord à la famille Monroe, puis au Cristiano et enfin au Corsica. Une fois les 3 superpuissances disparues, Ergastulum lui appartiendra. Lui et ses hommes partent confiants, sans savoir que ce seront leurs derniers mots. Warwick attend Alex dans la ruelle qu'elle fréquente. Alex sait que lui et son partenaire s'appellent les hommes à tout faire et qu'ils font de petits travaux pour un certain prix. Elle le remercie pour le mouchoir, mais Warwick dit que c'est celui de Nick. Il lui demande pourquoi elle a choisi de travailler pour Barry, ce à quoi elle répond qu'elle n'a nulle part où aller. Elle lui dit de la quitter, sinon Barry pourrait se fâcher. Warwick s'en va en déclarant de façon inquiétante que son proxénète ne sera plus là. Alex prend peur et le suit. Warwick trouve que Nick a presque terminé son travail, laissant le proxénète négocier pour sa vie. Au lieu de cela, il lui tire une balle dans les genoux. Les hommes à tout faire se dirigent vers Barry, qui continue à leur offrir ses prostituées et sa drogue en échange de sa vie. Warwick se penche et précise que les gens comme lui qui enfreignent la loi et les salauds qui maltraitent les femmes sont ceux qu'ils aiment le plus. Jusqu'à la mort. Et sur ce, il envoie Barry dans l'au-delà. Alex arrive au moment où Nick met les corps de côté. Elle est d'abord en état de choc, puis une vague de colère s'empare de son corps. Elle prend un pistolet et en vide le canon sur le corps sans vie du proxénète. Elle s'éloigne ensuite, avant que Warwick ne la suive. Plus tard, les hommes à tout faire, ainsi qu'Alex, rencontrent à nouveau Chad pour le reste du paiement. Au début, Chad est en colère parce qu'ils ont recueilli l'une des prostituées.
Mais Nick donne un coup de pied à la voiture de police pour faire valoir son point de vue. Même s'ils sont redevables à l'officier de police, cela ne signifie pas qu'il peut les contrôler. N'ayant pas le choix, Chad leur permet d'emmener Alex, disant que c'est la raison pour laquelle il déteste les tags. Alex ne sait pas de quoi il parle, mais elle apprendra bientôt à les connaître. Pour l'instant, elle accepte l'offre de travail et d'hébergement temporaire de Warwick. Quelques jours après l'incident, Alex s'habitue lentement à son rôle de secrétaire officieuse des hommes à tout faire. Elle se sent de plus en plus à l'aise en vivant avec eux, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui l'intriguent à leur sujet. Lorsque quelqu'un frappe à la porte, Alex l'ouvre et découvre une jeune fille qui a l'air effrayée en la voyant. Warwick apparaît et salue la jeune fille comme Nina. En ne portant que son short, et avec les vêtements confortables d'Alex, il envoie un message spécifique à tous ceux qui ne connaissent pas leur configuration, et la pauvre Nina en est choquée. Elle s'enfuit mais tombe sur Nick, qui est heureux de la voir même s'il n'en a pas l'air. Après avoir éclairci la situation, Warwick présente la jeune fille à Alex. Nina est l'assistante du docteur Theo, ce dernier étant chargé de la santé de Nick et de Warwick. Alex voit que la jeune fille est proche des deux hommes qui l'ont sauvée. Nina dit qu'elle est là pour demander de l'aide. Elle dit que le docteur est impliqué dans des problèmes avec un tag. Elle ajoute que ce tag est quelqu'un que les gens normaux ne peuvent pas facilement maîtriser, probablement de rang B ou plus. Alex ne sait pas quoi penser de cette conversation. Ce qui la trouble encore plus, c'est le médicament que Nina tend à Nick. Nick n'a pas l'air malade du tout, alors Alex se demande à quoi servent ces médicaments. Warwick dit à Nick d'aller de l'avant avec Nina. Il suivra après avoir fait une course. Après leur départ, il demande une faveur à Alex. Nick et Nina marchent dans la rue, ignorant que quelques hommes ont regardé la jeune fille. Ils sont sur le point de les suivre quand Alex les distrait et leur propose ses services. Les hommes refusent, ne sachant pas qu'ils sont déjà tombés dans le piège. Warwick arrive derrière eux et les tue l'un après l'autre. Alex tremble à l'idée que Warwick ait simplement éliminé les hommes sans leur demander leur avis, mais elle ne lui en veut pas. Au lieu de cela, elle pose une question. Qu'est-ce qu'un tag? Les deux hommes se dirigent vers la clinique du docteur Theo. Warwick répond à sa question, puisqu'il a confirmé qu'Alex n'est pas originaire d'Ergastulum. Il dit qu'il ne sait pas comment l'expliquer correctement, mais les tags sont une race unique de personnes qui ont des capacités physiques améliorées. Ils portent des étiquettes qui contiennent leur nom, leur affiliation et leur rang, d'où l'appellation. En raison de leur force, les tags ont tendance à être violents et destructeurs, ce qui suscite la crainte et le respect de la population normale. Lorsqu'un tag tue, il compte ses victimes et le nombre de ses victimes détermine son rang. Pendant ce temps, Nick et Nina arrivent à la clinique, où le docteur Theo est entouré et intimidé par des voyous. À leur tête se trouve un tag nommé Arnold, qui est beaucoup plus grand que Nick. En voyant la fille avec l'un des hommes à tout faire, Arnold se met en colère et frappe l'un de ses hommes de main. Puis il défie Nick dans une bagarre. La coutume veut qu'un tag montre son badge lors d'un combat, mais Nick ne montre pas le sien. Quant au docteur Theo, il voit qu'Arnold est classé B2 et se dit qu'il a pris la bonne décision en appelant Nick. Il appelle Nina à ses côtés, puis lui demande d'entrer dans la clinique par une fenêtre arrière et d'appeler l'inspecteur Atkin. Il ne peut pas ouvrir la porte car il a perdu ses clés. Theo protège son infirmière des voyous qui tentent toujours de la capturer. Nick et Arnold commencent leur bagarre. Arnold est évidemment plus musclé et plus fort physiquement, mais l'avantage de Nick réside dans ses mouvements rapides comme l'éclair et sa petite taille par rapport à son adversaire. Le docteur Theo sait que Nick joue simplement avec sa proie. Mais lorsqu'il manque d'être touché par un tuyau lancé par Arnold, il menace Nick avec une seringue et lui ordonne de terminer le combat. Sur ce, Nick sort son épée, son arme fétiche, et sort son badge. Son rang est à 0. Le combat devient de plus en plus brutal, mais Arnold finit par s'effondrer. Nick lui assène un coup sur la poitrine, le faisant tomber devant Warwick et Alex qui viennent d'arriver dans la zone. Après la bagarre, Chad vient réprimander Nick et Warwick. Il est sous-entendu que les bagarres entre tags doivent être signalées à la police. En raison de leur comportement instable, la police doit contrôler la situation le plus rapidement possible. À l'intérieur de la clinique, Nina tente de calmer Alex. Elle est en état de choc après avoir vu à quel point un tag peut être barbare. Elle commence à avoir peur et demande à Nina si elle ressent la même chose. Nina devient solennelle et dit qu'Alex ne comprend peut-être pas tout à fait les Twilight. Mais elle précise que Nick n'est pas du tout effrayante. Le docteur Theo engage les hommes à tout faire pour effectuer quelques livraisons en son nom, et leur donne les sacs en papier étiquetés avec leur destinataire. Sur ce, le trio quitte la clinique. Plus tard dans la nuit, dans un entrepôt abandonné, Arnold plaide pour une seconde chance. Ses blessures ont été réparées, mais à ce moment-là, il est à la merci de celui qu'il a engagé pour recruter le docteur. Il s'avère qu'il avait prévu de kidnapper Nina pour intimider le docteur Theo, mais son plan a échoué. Et maintenant, il va devoir faire face aux conséquences de son échec. La dernière chose qu'il voit, ce sont deux perdus maniaques, et la dernière chose qu'il entend, c'est le coup d'épée. Le lendemain, Warwick se réveille d'un cauchemar de son enfance. Il s'agrippe à son œil gauche ensanglanté, horrifié par la scène qui se déroule devant lui. Nick se tient entre lui et le cadavre de son père. Warwick se réveille sur son lit, constatant qu'il a encore rêvé.
À l'extérieur de sa chambre, Alex se réveille à son tour. Elle sourit en regardant par la fenêtre, se souvenant de l'époque où elle devait traîner dans cette ruelle familière juste pour avoir des clients. Mais aujourd'hui, deux hommes d'une gentillesse peu conventionnelle l'ont recueilli et lui ont offert quelque chose à faire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Elle voit Nick entrer dans la pièce. Il ne semble pas l'avoir vu, ou peut-être ne reconnaît-il tout simplement personne en dehors de ses proches. Entre les deux hommes, c'est de Nick qu'Alex se méfie un peu. Warwick sort de sa chambre et leur dit qu'il ne les accompagnera que plus tard pour la livraison, car il doit d'abord faire son vrai travail. Il met de l'argent dans les vêtements d'Alex et lui demande d'acheter ses cigarettes habituelles. Confuse, Alex n'a pas d'autre choix que de venir avec Nick, malgré le malaise qu'elle éprouve à son égard. Elle essaie de faire la conversation à Nick en lui demandant le vrai travail de Warwick, mais il ne répond pas. Elle sait qu'il est sourd et qu'il communique principalement par le langage des signes. Lorsqu'il est forcé, il peut parler, mais d'une manière semblable à celle d'un enfant en bas âge. Mais il n'est pas insensible et ne déteste pas Alex. Il finit par lui dire que Warwick travaille comme gigolo, ce qui la surprend beaucoup. Leur première étape est un voisin de Granny Joel. Nick livre une mallette contenant une arme de poing. En attendant, Alex achète des cigarettes à la vieille dame. Dans le journal que lit Granny Joel, elle voit un article sur le massacre non résolu de la famille Arcangelo qui a eu lieu il y a 22 ans. Après la mort brutale de Domenico Arcangelo, de sa femme et de son fils aîné, le second fils, Wallace Arcangelo, a été enlevé. On soupçonne le jeune mercenaire employé par la famille d'avoir commis ce crime. Mamie Joël voit l'article et remarque que beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Elle se souvient que l'affaire avait choqué le monde entier, en plein milieu des émeutes anti-Twilight. Elle laisse entendre que le fils kidnappé et le jeune mercenaire se sont peut-être installés à Ergastulum et y séjournent depuis. Puis elle avertit Alex de ne pas rester trop longtemps avec les hommes à tout faire, surtout avec ce tag. Nick termine bientôt sa livraison et le couple quitte Granny Joel. Ils se rendent chez le destinataire suivant. En attendant Nick, Warwick arrive, conduit par sa cliente. À eux trois, ils poursuivent leur livraison. Cette corvée est une bonne activité pour Alex afin d'en apprendre plus sur la ville d'Ergastulum. Les paquets que le trio livre contiennent un médicament appelé Célébré. Il s'agit d'un médicament vital pour les tags, car il permet de contrôler leurs tendances violentes. La première famille à laquelle il s'adresse est la famille Cristiano. Marco et Galahad, deux membres haut placés de la famille, les accueillent alors qu'ils acceptent leurs médicaments. Leur prochain arrêt est la famille Monroe. Ils assistent à l'exécution de quelqu'un par les hommes de Daniel Monroe, de Lico et Yang, à la grande horreur d'Alex. Après cette rencontre plutôt horrible, Warwick remet les médicaments à l'un des hommes de Daniel. D'après leur conversation, il semble que le chef de la famille Monroe est un faible pour les hommes à tout faire. Il offre à Nick un emploi et une place dans ses rangs, et autorise même le titulaire de son contrat à venir, en faisant référence à Warwick. Mais Nick décline froidement l'offre. Leur dernier arrêt pour les livraisons est un bordel tenu par Georgiana, également connue sous le nom de Big Mama. Elle fait partie de la famille Corsica. En l'attendant, Alex remarque que les femmes qui travaillent là sont en train de s'extasier devant Warwick. Elle remarque également les regards dédaigneux qu'elle lance à Nick. Il s'avère que Warwick travaillait là quand il était jeune. L'une des prostituées demande à Warwick pourquoi il traîne encore avec ce tag. S'il s'en débarrasse, il pourra marcher sur les routes. Alex proteste, mais à ce moment-là, Warwick plaque la prostituée contre le mur et lui ordonne de se taire, à la surprise générale. Big Mama apparaît à ce moment-là. Elle s'excuse auprès des hommes à tout faire pour la façon dont ses filles se sont comportées. Elle explique qu'étant donné que ce bordel est la chasse gardée de Corsica, les travailleurs partagent les mêmes sentiments négatifs à l'égard des tags que le chef de famille. Au moins, Georgiana est polie et accepte encore de travailler avec certaines d'entre elles. En fait, les médicaments livrés par Warwick sont destinés à quelqu'un qu'ils ont connu. Au moment de partir, Warwick demande à Alex de rentrer à la maison avec Nick. Lorsqu'elle le cherche, elle le trouve à l'intérieur d'une pièce, en train de regarder une femme alitée. Alex passe le reste de la journée à dormir jusqu'au lendemain matin. Elle voit Warwick dormir paisiblement dans sa chambre. Alex réfléchit, se souvenant de ce que Mamie Joël a dit plus tôt. Est-il vraiment dangereux de vivre avec quelqu'un comme Nick? Toujours troublée par ses pensées, elle retourne dans la ruelle où elle avait l'habitude de traîner. Elle fredonne une chanson avant de s'apercevoir que Warwick s'approche d'elle. Il lui dit de quitter Ergastulum avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu de réagir à ce conseil, elle lui demande quand il a commencé à travailler comme gigolo. Il se souvient qu'il a commencé quand il était jeune, à l'époque où Big Mama l'a recruté pour la première fois. Alex lui pose des questions sur le pourquoi de sa vie, et Warwick semble y réfléchir comme à une bonne question. Quelques jours plus tard, d'horribles nouvelles circulent dans tout Ergastulum, concernant la découverte de plusieurs corps mutilés dans un entrepôt abandonné du district 6. La police travaille toujours à l'identification des corps. Chad et Cody ont arrêté Nick et Warwick au poste de police. Tout le monde pense qu'ils ont quelque chose à voir avec l'affaire de l'entrepôt, mais Chad a d'autres idées en tête. Alors que Cody interroge minutieusement un Nick refroidi, il regarde Warwick et se souvient de la première fois qu'il les a recueillis, lorsqu'ils étaient encore adolescents. Il se demande si les choses ont changé pour ces deux-là.
Chad décide d'échanger avec Cody. Il demande à son subordonné de donner les dossiers à Warwick et de le laisser les scanners, tandis qu'il reste avec Nick. Warwick reçoit le livre, l'ouvre et commence à le scanner à toute vitesse. Selon Cody, les visages des corps sont tellement mutilés que les médecins légistes ont du mal à les identifier. Mais d'autres marques corporelles, comme des tatouages ou des piercings, sont encore visibles, et c'est ce que Warwick utilise pour se souvenir des visages et identifier les endroits où il les a déjà vus. Cela permettra à la police de découvrir le mobile de ce massacre. Après les avoir identifiés, il rend les dossiers à Cody, stupéfait, qui lui demande comment il a pu se souvenir de tous les détails. Warwick répond avec désinvolture qu'il est doué pour la mémorisation. Mais il a toujours été comme ça. Un flashback montre un Warwick plus jeune en train de scanner un livre et de se souvenir de son contenu. Les flashbacks donnent plus de profondeur aux personnages de Warwick et de Nick, car ils révèlent la vérité derrière la situation actuelle. Nous voyons que Warwick appartenait autrefois à une famille aisée et qu'il s'appelait Wallace Arcangelo. Il avait son propre tuteur, qui lui a appris les origines de la drogue célébrée. Cette drogue a été créée pour améliorer les capacités physiques. Les soldats qui la consommaient maximisaient leur force et étaient déployés au combat. Cependant, elle crée une dépendance et s'avère toxique lorsqu'elle est ingérée à haute dose. Des cas de perte de mémoire et de décès ont conduit à son interdiction. Poursuivant son exposé sur le célébré, le précepteur explique que les descendants de ceux qui ont consommé ces drogues présentent des séquelles génétiques prononcées. En échange de capacités physiques exceptionnellement développées, ils sont déficients sur le plan mental. Dans la plupart des cas, ils ont besoin de doses quotidiennes de célébrés pour lutter contre les puissants effets de sevrage de la drogue. En général, leur durée de vie est beaucoup plus courte que la moyenne, ce qui leur a valu le qualificatif de crépusculaire. Quand Wallace n'étudie pas, il passe son temps à fumer devant la grille du manoir. C'est là qu'il rencontre Nicholas Brown pour la première fois. Il est présenté comme le fils de Gaston Brown, le chef des mercenaires de Westgate. Ceux-ci ont été engagés par son père pour protéger la famille des émeutes anti-crépusculaires qui s'aggravaient. Gaston dit que Nicolas sera son nouveau garde du corps. Wallace n'était pas content. Mais il n'était pas du tout heureux au manoir. Des rumeurs disaient qu'il était l'enfant bâtard de Domenico Arcangelo, et cela avait fait de sa vie un calvaire. Lui donner un garde du corps du même âge que lui, qui plus est sourd et crépusculaire, n'allait pas arranger les choses. Mais il remarqua les égratignures que Nick se faisait tous les jours, et cela lui rappela ses propres ecchymoses. Il s'est adouci à l'égard du garçon. Dans le présent, Chad reçoit un appel de Daniel Monroe, qui semble être au milieu d'une fusillade. Il demande calmement l'aide des hommes à tout faire pour le protéger, juste au moment où il tire sur l'un des tireurs d'élite qui vise sa tête. Chad n'a d'autre choix que de laisser Nick et Warwick partir. Il parcourt la ville à la recherche de Daniel Monroe. Au détour d'une rue, il découvre les corps tranchés et mutilés des hommes de Monroe. Warwick est stupéfait de constater que les blessures ont été proprement faites, tout comme celles trouvées dans l'entrepôt. Il comprend que la personne qui en a après Monroe pourrait être le même coupable. Il continue à suivre la trace de sang. Pendant ce temps, Delico, l'un des hommes de Monroe, a réussi à maîtriser l'une des équipes qui les a attaqués. Ivan Glaziev, un autre subordonné de Monroe, semble détendu car les ennuis semblent terminés. C'est alors qu'ils sont abordés par un garçon en sanglots, qui s'avère être l'auteur de l'attaque. Il tranche facilement les autres hommes avec ses couteaux Kukri. Ivan court se cacher dans une ruelle, tandis que Delico parvient à se défendre contre l'attaque. Le garçon, ou plutôt l'homme de petite taille, sourit en signe d'appréciation. Mais sa cible est Daniel Monroe, et il s'éloigne pour chercher sa proie. Delico appelle immédiatement Yang, qui se trouve avec leur patron ainsi que Miles et Diego. Mais il est trop tard, car l'homme au couteau Kukri les a déjà rattrapés. À leur grande horreur, il s'agit d'un crépusculaire, et d'après ses aptitudes au combat, il doit s'agir d'un haut gradé. Pendant que le crépusculaire fait des ravages parmi les hommes de Monroe, deux hommes de main d'une autre famille observent la situation. Ils ne remarquent pas que Warwick et Nick ont déjà maîtrisé leurs camarades, jusqu'à ce que Warwick tire sur l'un d'eux. Il en laisse un en vie pour l'interroger. Après avoir ligoté son otage, Warwick demande à Nick d'être prudent. L'agresseur pourrait être le même coupable que celui de l'affaire de l'entrepôt, un être intrépide qui ignore les trois lois. Nick se contente de le regarder, avant de s'éloigner. Une fois seul, il avale une bonne dose de célébré pour se préparer au combat. De retour dans la rue, le crépusculaire fonce sur Monroe. Mais Delico arrive à temps pour protéger son patron, se blessant au passage et déchirant la chaîne de son badge. Oui, Delico est un autre crépusculaire, dont le rang est des zéros. Le crépusculaire nargue Delico, mais il sent que quelqu'un arrive. Juste à temps, il esquive l'épée de Nick et sacrifie l'un de ses couteaux. Le crépusculaire sourit en réalisant enfin qu'il a affaire à un égal. Il montre sa plaque, qui porte le rang à 0, le même que celui de Nick. Un combat acharné s'engage entre les deux crépusculaires. Delico regarde avec stupéfaction son chef et d'autres camarades parier sur le vainqueur.